aussi que ces enfants peuvent être assumés par nous-mêmes. L'enfant, c'est l'enfant de tout le monde. C'est dans ce sens que des associations sont mises sur pied pour rendre moins douloureuse la situation de ces mineurs. Créer une association qui va s'occuper de justement ces enfants de la rue. C'est-à-dire qu'on prend un enfant de la rue, on l'insère dans un foyer et on fait des dons en nature, en matériel et même financièrement pour aider l'enfant à savoir qu'il peut réintégrer même une famille plus tard après avoir étudié, appris un métier pour grandir et puis on lui accorde la chaleur familiale. S'il y a des familles qui peuvent accueillir ces enfants, on les leur donne et entre-temps, nous prenons la responsabilité de s'occuper de ces enfants, de leur donner une certaine chaleur et savoir qu'ils ne sont pas différents des autres enfants. C'est ce à quoi nous aspirons. Malgré toute cette volonté affichée, des difficultés sont parfois au rendez-vous. Ce n'est pas facile. Quand on pense à certains enfants, ils sont méfiants, ils sont même déjà avancés dans certains domaines parce que quand ils arrivent là-bas, d'autres les initiés à fumer la drogue, à voler et tirer les sacs parce que même dans les sectes, tu peux prendre 4 personnes après 2 fuient. Malgré tout l'amour, tu nous montres et même les soins. Il a tendance à retourner là-bas. Mais on continue. D'ici peut avoir même 5 qui changent de vie et puis ils redeviennent des enfants normaux, plus tard des responsables, ils trouvent une famille et puis ils s'épanouissent dans cette famille jusqu'à l'âge adulte. Une société en perte de repères, déstabilisée à cause des conséquences fâcheuses engendrées sur elle, un impact négatif sur le devenir de la nation. Le professeur Claude Abbé, une fois de plus. À partir du moment où on a une société qui a des difficultés justement de gérer ses enfants, vous savez bien que cela est démontré par un certain nombre de travaux scientifiques que l'enfant est le père de l'homme de demain. Et donc, quand on manque d'enfants et qu'on tue l'enfance en l'enfant, il est certain qu'on aura sûrement une société qui elle-même va être déséquilibrée demain, où on peut avoir des gens qui ont développé des réflexes et des référents de violence parce qu'on attend effectivement être violent dans cette logique-là. C'est effectivement des enfants qui ne sont plus en réalité des enfants et qui peuvent ouvrir également les temps de criminalité et de banditisme qui pullulent dans nos centres. Comment donc sortir de cette criminalité, du banditisme et autres qui guettent ces résidents de rue? La solution s'inscrit à un triple niveau selon le sociologue. Former des parents, des jeunes parents à devenir parents, ne plus être uniquement des géniteurs pour être effectivement des parents qui peuvent prendre en charge leurs enfants de manière à éviter qu'on se retrouve avec certains qui deviennent enfants de la rue. D'un autre point de vue, il faut élargir le spectre et donner davantage de moyens aujourd'hui, repenser la politique publique de prise en charge des enfants par le ministère en charge, notamment le ministère des Affaires sociales, de manière à ce qu'on y apporte une réponse idoine. Sur un tout autre plan, il me semble que les acteurs de la société civile ont également un rôle à jouer sur ce plan-là pour qu'on arrive à cette situation de rééquilibre de la société camerounaise. Le rééquilibrage efficace de cette société doit nécessairement transiter par une prise en charge avec un accent mis sur les différents profils d'enfants afin de mieux les comprendre. Il serait également primordial d'une part de les faire participer à la gestion étatique et aussi les mettre en contact avec des acteurs institutionnels ou même individuels qui chercheraient à comprendre les causes structurelles de leur situation. Royal Queen, l'invité. Porte l'eau, porte la vie, du ciel à ton chaud le jour et la nuit. C'est de l'or entre tes mains, chaque jour qui passe fait la terre plus lasse. Porte l'eau, porte-la bien. Reportage signé Hassan Salissou à propos du phénomène des enfants de la rue. Merci beaucoup Hassan Salissou qui allait rencontrer les familles, mais aussi un sociologue pour parler de la question. Mais en studio, nous avons, puisque le professeur Claude Abbé interpellait les initiatives privées et les membres de la société civile, nous avons justement en studio une dame, elle s'appelle Hélène Piemeux. Elle est présidente et coordonnatrice de
Give Hope. Voilà que je rectifie. Give Hope, appui à l'encadrement des enfants et familles en détresse au Cameroun et dans la sous-région. Voilà la lourde mission de cette association Give Hope. Madame Hélène Piémeux, bonjour, bienvenue. Bonjour Mireille, comment ça va? Je vais très bien par la grâce de Dieu, et vous-même? Je vais très bien, merci. Nous sommes heureuses de vous recevoir ce matin dans notre studio pour parler de ce phénomène, un problème qui prend des proportions au Cameroun et pour lequel on semble ne pas avoir la bonne stratégie. Mais avant, présentez-nous Give Hope, qu'est-ce que c'est? Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Bonjour chères auditrices et auditeurs. Give Hope est une association de droit camerounais. Elle est apolitique, elle est laïque et à but non lucratif. Elle a été régulièrement inscrite sous la déclaration d'association numéro 03222 du 14 mars et l'année dernière, quand nous avons révisé nos statuts, nous avons obtenu un autre récépissé sous le numéro 028 du 12 janvier. L'objectif pour nous, l'objectif général pour nous, c'est d'aider le gouvernement à juguler le phénomène enfant de la rue. Et en commençant par le Cameroun, qui est notre pays, et pour s'étendre dans la sous-région, parce que, comme une auditrice venait de le dire, le phénomène des enfants de la rue au Cameroun, ce n'est pas seulement les Camerounais. On retrouve beaucoup d'enfants compte tenu de la situation dans la sous-région qui fait en sorte que notre pays qui est accueillant, qui est paisible, tout le monde s'afflue vers nous avec les familles. Et les objectifs spécifiques de Give Hope, c'est d'œuvrer à l'encadrement de ces enfants qui ne sont pas seulement des enfants, on y retrouve des adolescents, des jeunes et même des adultes parce que nous avons même des 40 ans parmi eux, qui sont des repris de justice. Quand ils sortent, ils n'ont plus de famille, les familles les rejettent et ils se retrouvent dans la rue. Nous voulons aussi contribuer au renforcement des mécanismes d'accompagnement et de prise en charge des enfants de la rue. Enfants de la rue, c'est un peu générique pour regrouper les trois cibles dont nous venons de citer, c'est-à-dire les enfants, les adolescents, les jeunes et même les adultes. Nous voulons aussi appuyer la lutte contre la maltraitance des enfants. Nous voulons aussi encourager le retour en famille parce que, après tout, la famille, c'est la cellule première de l'enfant. C'est là où l'enfant se retrouve le mieux. Devrait se sentir davantage en sécurité. Exactement. Et nous voulons aussi renforcer les capacités opérationnelles de ceux qui sont déjà dans le domaine, qui sont déjà des associations pour la réinsertion et la réhabilitation des enfants. Ces associations qui visent le même objectif que nous. Oui. Tout à fait. Nous voulons aussi, parce que j'ai remarqué que nous n'avons pas au niveau du Cameroun un réseau, c'est-à-dire un parapluie qui coiffe toutes les autres associations qui s'occupent des enfants de la rue. Pour que les activités ne soient plus disparates. Exactement, parce que chaque association fait sa petite chose de côté et ça ne porte pas, ça n'a pas de visibilité. Nous voulons, dans la mesure du possible, donner une visibilité à nos actions en nous regroupant. Si on fait ce réseautage, les résultats seront beaucoup plus probables. Nous voulons aussi susciter le partenariat et l'adhésion de tous. Parce que le phénomène des enfants de la rue, ce n'est pas les parents uniquement. Ce n'est pas les pouvoirs publics uniquement. Ce n'est pas la société, c'est tout le monde. Ce sont les médias, la preuve de ce n'est pas les médias, tout simplement. Nous devons conjuguer nos efforts pour que tout le monde regarde ce phénomène comme une endémie, comme par exemple le sida, comme le cancer et tout ça. Parce que ça devient de plus en plus un phénomène de santé publique. Un phénomène de santé publique, d'ailleurs les chiffres parlent d'eux-mêmes, mais on parle de 30 millions d'enfants qui seraient dans la rue en Afrique seulement. C'est ça. C'est considérable. Si on va voir les taux d'infection au VIH et autres ici, on n'est pas très loin de cela en même temps. Voilà. Donc, et à notre niveau, nous essayons aussi, les enfants aussi ont besoin de l'aspect spirituel. Qu'ils soient musulmans ou qu'ils soient chrétiens, ils ont
besoin d'une couverture spirituelle. Parce que quand l'enfant est rejeté, c'est pas seulement le psychologue ou le psychiatre qui devrait intervenir. Les églises aussi devraient intervenir parce que la douleur ou le traumatisme est tellement profond qu'une partie ne peut pas faire sans l'autre. Oui. Donc les efforts devaient être conjugués sur le plan spirituel et en même temps que sur le plan biologique et physique. Oui. C'est ce que Give Hope essaye de faire. Et après, il faut suivre parce que quand on sort l'enfant, on le remet en famille. S'il n'y a pas un suivi, excusez-moi, s'il n'y a pas un suivi d'au moins 3 à 4, 5 ans selon les cas, il n'y aura pas de résultat. Il peut avoir ce que les médecins appellent des rechutes. Exactement. Les enfants retournent facilement dans la rue. Maintenant, comment faire pour que l'enfant reste en famille? Comment faire pour que l'enfant reste, peut-être si on lui a trouvé un emploi pour qu'il reste? Il faut donc ce suivi-là. Voilà. Donc on ne peut pas abandonner l'enfant parce qu'on l'a sorti de la rue, on le remet en famille et on tourne croit le dos. que le tour est joué. Non, le tour n'est pas joué. Madame Pieme, vous qui avez une forte expérience dans le domaine, justement, les objectifs que vous visez ont été clairement énumérés. Mais pourquoi est-ce que les enfants partent des familles pour se retrouver dans la rue? Selon notre petite expérience, il y a plusieurs facteurs. Je veux seulement énumérer quelques-uns. Oui. Il y a les enfants qui sont nés hors mariage. Et la maman s'est remariée. Et le nouveau mari dit, moi je ne veux pas de cet enfant. Et voilà. Et comme la maman n'a pas cette poigne pour dire à son mari que vous ne pouvez pas m'avoir sans mon fils. Sans mon fils. L'enfant se retrouve. La poigne et peut-être aussi les moyens financiers, parce qu'en même temps, si elle avait parfois le revenu, elle pourrait prendre son enfant à charge elle-même dans le nouveau foyer. Oui, mais si l'enfant ne vit pas sous le toit familial, regarde, il n'y a plus cette solidarité que l'Africain, particulièrement le Camerounais, avait quand moi, par exemple, je grandissais. Il n'y a plus cette solidarité-là. C'est pour ça que notre slogan, c'est un enfant, une famille, une communauté. Il n'y a plus cette solidarité. Ce qui veut dire que si le nouveau mari dit à sa femme que je ne veux pas de ton enfant, il n'y a pas moyen qu'elle dise que va vivre avec ma tante ou avec ton oncle ou avec ton cousin. La seule chose qui reste à l'enfant, c'est d'aller dans la rue. Après avoir fait parfois plusieurs expériences, on est chez la tante, parfois on est maltraité, on est chez l'oncle. Souvent, c'est très maltraité. Souvent, les enfants sont maltraités. Ils se retrouvent plus libres dans la rue qu'en famille, s'il n'est pas avec ses propres parents. Et même, nous avons des cas où les propres parents ont poussé l'enfant dans la rue pour raisons économiques. Voilà la deuxième raison. Ça commence par vendre les prunes, vendre les plantains. Exactement. Après, il y trouve goût. Après, il a des compagnons avec qui il peut... Exactement. Soit le parent qui a plusieurs enfants, comme venait de dire le professeur, l'abbé, qui dit, ok, j'ai 10 enfants, j'ai pas les moyens de les nourrir, je préfère que toi qui es l'aîné, que tu ailles à Yaoundé ou à Douala chercher l'argent pour nourrir tes petits frères. Nous avons eu des cas comme ça où l'enfant a dit mes parents sont morts, ma grand-mère est restée, nous avons une vaste plantation, mais il n'y a pas moyen pour pouvoir cultiver et nourrir mes petits frères. Donc je suis descendue à Douala chercher l'argent et chaque fin de semaine ou chaque fin de mois, j'envoie. Voilà une raison économique. Et le dernier phénomène, c'est que les enfants eux-mêmes se décident de partir. Pour quelle raison? Pour un oui ou un non. Parfois peut-être victime de violence, ou bien? Non, pas nécessairement. Moi, j'ai l'enfant d'un pasteur. Oui. Un pasteur, vous comprenez? Un pasteur, il ne peut quand même pas maltraiter son propre fils. L'enfant a fugué, il est parti. De temps en temps, on le ramène. Mais le lendemain, papa nous appelle, il est reparti. Il y a forcément un malaise. C'est-à-dire, il y a quelque chose que cette génération a développé avec la technologie de télévision, de réseaux sociaux et tout ça, qui font en sorte que, quelquefois à la maison, si l'enfant n'a pas ces choses qu'il voit ailleurs,
il est poussé à aller vers ses pairs. Il a l'impression d'être incompris ou bien ne pas... Et il est poussé vers ses pairs et quand il arrive, il lui dit, regarde, moi je fais par jour 10 000, je fais par jour 15 000, j'ai un téléphone, j'ai ceci, j'ai cela. Et l'enfant suit bêtement. Oui. Parce que certains d'entre eux sont très, très jeunes. Très jeunes. Très jeunes. Les âges varient entre... Nous avons de 9 à 31 ans. 9 ans. Et déjà dans la rue. Dans la rue. Quels sont les systèmes qu'ils ont mis en place pour s'en sortir, Madame Piemeux? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'il y en a qui travaillent pour les autres? Est-ce qu'ils... Ils sont organisés. Oui. Très organisés. À Yaoundé, où nous avons le projet pilote, Yaoundé est divisé en 7 zones. Oui. Et dans ces zones, il y a un leader. Donc, quand l'enfant sort pour aller soit faire le pouce-pouce ou laver les voitures, le leader est sûr que quand il rentre, il a quelque chose. Donc, ils sont très bien organisés. Et pour rentrer quelque part, si vous n'avez pas l'aval, l'autorisation du leader, vous ne pouvez pas avoir accès aux enfants ou bien ils vont vous agresser. Oui. C'est ça. Donc, c'est une société bien organisée. Une société bien organisée dont les âges varient entre 9 et 31 ans. On a célébré il y a quelques jours la fête de la jeunesse. Cette jeunesse-là, n'a-t-elle pas été prise en compte, Madame Piemeux? Ce serait quand même curieux de voir les enfants de la rue qui défilent avec une pancarte et un message du genre bilinguisme ou bien tous unis pour les idéaux de paix, d'unité, autres. C'est l'idéal. C'est l'idéal. Oui. Mais je ne sais pas si cette année 2017, les pouvoirs publics y ont pensé. Parce que ce serait bon que le MINAS, le ministère des Affaires sociales, lors de la fête de la jeunesse... Le MINJEN aussi, le ministère de la jeunesse et du MINJEC. Ou le MINJEC puisse avoir un carré pour les enfants de la rue. Oui. Je pense que cette cible n'est pas très bien prise en charge lors des événements, de ce genre d'événements. Et même appeler certains d'entre eux à venir témoigner, dire pourquoi ils sont dans la rue et témoigner quand ils en ressortent ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu, pour encourager les autres à pouvoir faire pareil. Dans les années où je travaillais, on avait fait une caravane no-sida dans la République, au Cameroun. À l'époque, c'était les régions, c'était les provinces. Et on avait des jeunes atteints du VIH qui témoignaient à visage découvert. Je pense qu'il est temps qu'on brise carrément le silence autour du phénomène de la rue, comme on a brisé pour le sida. Pour que les gens qui sont sortis de la rue reviennent dire à leurs camarades, allons. Dans notre groupe, pour l'équipe rue, nous avons un qui venait de se marier en décembre et qui a fait 4 ans dans la rue et qui parle bien certaines langues patois de la République. Donc quand nous y allons, nous le mettons devant. C'est lui qui d'abord s'adresse à ces jeunes. Parce que moi, par exemple, quand j'arrive, ils vont dire que vous venez m'exploiter, vous venez prendre les photos pour aller chercher l'argent, et ceci, cela. Donc, ce jeune-là se place là, leur parle en patois. Et ces enfants, vous les voyez baisser la garde, baisser l'agressivité qu'ils avaient. Et on peut, en ce moment-là, les pénétrer et chercher à comprendre pourquoi ils sont là. Une couche de la population marginalisée carrément, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Tout ce qui est entrepris n'a pas porté. Pourquoi, selon vous, Madame Piemeux? On a souvent vu à un moment, on observe la ville de Yaoundé pour parler d'elle. On observe à un moment qu'il y a pratiquement plus d'enfants. Et puis, quelques mois après, on les voit ressurgir de on ne sait où ils... Oui, c'est pas... Pendant les grands événements internationaux, on nous parle des enfants qu'on va aller recaser. Et puis, on réalise véritablement que dans la rue, il y a pratiquement plus d'enfants. Mais à un moment, on les voit tous revenir. Qu'est-ce qui ne marche pas? Les stratégies ne sont-elles pas bien pensées? Nous voulons dire à notre petit niveau que ces enfants sont très mobiles. C'est des gens qui ne restent jamais sur place. Ils peuvent être ici aujourd'hui qu'on a un assem d'abeilles et demain, ils disparaissent de la nature, ils réapparaissent 6 mois plus tard. Bon, pour ce qui est que la rue
tantôt les reçoit et tantôt on ne les voit plus. Je ne peux pas expliquer ce phénomène. Moi, je m'occupe de mes cibles qui, nous avons un centre où on les recase, on a un centre où on les héberge. C'est-à-dire, si on réussit à les faire sortir de la rue, on ne les garde pas dans la rue. On les laisse dans un foyer spécialisé où le personnel, un psychologue, des pasteurs, des évangélistes ou des imams s'en occupent. Après qu'ils aient été encadrés dans ce centre, il faut bien qu'ils rentrent chez eux. Et quelle est la démarche? Voilà. Pendant ce temps, nous négocions avec les parents s'ils veulent qu'on communique avec leurs parents. Parce qu'il y en a qui disent, quel que soit ce que tu vas faire, ça ne va pas marcher. Bon, ceux qui acceptent qu'on prenne contact avec leur famille, nous les rencontrons. Ici, la plupart de nos garçons, il y avait 42 l'année dernière et nous avons pu travailler avec 19 parce que les autres étaient réticents et tout et tout. Les 19, nous connaissons tous leur famille. Comment est-ce qu'elles les reçoivent, Madame Pio? Quand nous arrivons, nous leur disons d'abord que nous sommes venus pour tel. Voilà l'objectif de notre visite. C'est parce que votre enfant tel est avec nous et nous ne voulons pas être avec lui sans que vous soyez au courant. Et on essaye donc avec la famille. Quelquefois, la maman va dire, depuis que mon mari est mort, je n'arrive plus avec les enfants, ils ne m'écoutent pas, ceci, cela. On leur dit, maman, on va désormais être ensemble. Vous n'êtes plus seuls, nous sommes ensemble. Et ça marche. Moi, nous ne nous félicitons pas, mais nous pouvons dire que sur cet angle-là, ça marche. Tous nos enfants, je sais, à un moment, aiment où sont les familles. Je communique avec eux par téléphone, je leur rends visite. Les dimanches après l'église, je vais dans certaines familles. Je m'assois avec eux, on cause, etc. Et on se rend bien compte que ça marche. Cette stratégie marche. Cette stratégie marche. Et on se rend bien compte que cette jeunesse-là, qui était abandonnée à elle-même, est efficace, rentable, peut s'occuper d'elle-même et même prendre soin des autres finalement. C'est donc une jeunesse utile. Je peux vous dire que parmi nos pensionnaires, il y a un qui est à l'université. Il fait 2e année de lettres en Guaquele. S'il y avait eu peut-être 10 ou 20 initiatives comme celle-ci, on aurait 20 enfants de la rue à l'université. Et nous avons 3 groupes en ce moment qui font dans le callbox, dans la cafétéria et la plantation de culture de tomates. Vous voyez comment la tomate est si chère maintenant. Il y a donc ces 3 groupes-là qui sont en train de faire quelque chose de façon à s'autonomiser, à être autonome. Et nous sommes aussi en train, parce que parmi notre cible, nous avons un groupe qui est marié, c'est-à-dire le vient, on reste, avec 4 enfants, un autre avec un enfant, et nous sommes en train de vouloir les marier officiellement. Et après ça, il y en a aussi qui n'ont même pas de carte d'identité. Nous nous efforçons de leur faire des cartes d'identité. Donc, si ces activités étaient au moins entourées d'un réseau coiffé par le MINAS, et puis les ministères transversaux, je pense que ça porterait plus de fruits. Lesquels sont le MINIGEC, le ministère de l'enseignement, des enseignements secondaires, de la jeunesse, de l'enseignement supérieur, ministère de la justice, de la femme, des affaires sociales et les entités qui sont liés à ces différents ministères. Et ces jeunes généralement vivent dans des communes, ça veut dire qu'également les municipalités sont concernées, les municipalités sont concernées aussi, et puis les groupes religieux, les églises, les mosquées, tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Madame Piume, vous avez fait une expérience formidable qui a évidemment porté des fruits à Dakar, au Sénégal. Vous pouvez partager avec nous? Nous étions au Sénégal dans le cadre de mon travail parce que je suis une retraitée de la Banque mondiale et quand ce directeur était ici, nous avons fait dans le SIDA, comme je venais de vous le dire. Après, quand il est parti au Sénégal, il nous a dit, c'est pas le SIDA au Sénégal, c'est les enfants de la rue. Que c'est plus que le SIDA.
Donc, comme je coordonnais les activités des enfants du SIDA ici au Cameroun, il m'a demandé de venir l'aider à réduire, parce qu'on ne peut pas éradiquer complètement, réduire au moins le phénomène des enfants de la rue au Sénégal. Nous y sommes allés et on a créé une association qui s'appelait Partenariat pour le retrait et la réinsertion des enfants de la rue, PARER. C'était coiffé par le président Wade depuis la présidence. Et il avait mis à notre disposition des moyens pour pouvoir porter ce message auprès des imams, auprès des daras, comme ils les appellent, c'est-à-dire les centres de formation de ces enfants pour le Coran et tout ça dans les écoles coraniques. Et au moment où je rentrais au Cameroun, pratiquement, j'ai eu un Sénégalais il y a 2 semaines qui m'a rendu visite et je lui ai demandé comment se porte le projet. Il m'a dit qu'il n'y a plus d'enfants dans la rue au Sénégal. Mais ceux qui sont dans la rue, parce que c'est dans la culture musulmane qu'à un certain âge, l'enfant doit aller faire ses preuves dans la rue, goûter un peu à la dureté de la vie. C'est ça qu'on trouve maintenant. Ce n'est plus cette affaire où un enfant de 3 ans vous poursuit sur des kilomètres pour demander quelque chose, 10 francs ou un morceau de pain. Ce n'est plus ça. Et si cette expérience pouvait être répliquée chez nous, ce serait merveilleux. On n'aurait pas ce phénomène où dans les gares, dans les stations d'essence, dans les marchés, les nuits, on ne peut pas sortir dans certains quartiers ici à Yaoundé. Et puis, je ne sais pas, comme nous sommes pour l'instant à Yaoundé comme projet pilote, on ne sait pas ce qui se passe dans les autres villes. Et je voudrais ajouter que notre ultime but, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'afflux d'enfants dans les grandes villes du Cameroun. C'est-à-dire, nous voulons aller à la source. Nous connaissons quelques zones que je ne pourrais pas citer ici, où les enfants sont originaires. Nous pouvons aller là-bas, nous asseoir avec les parents et les enfants et savoir pourquoi est-ce qu'ils affluent vers les grandes villes. Et puis, on va essayer de trouver une solution pour les stationner sur place. Avec bien sûr la collaboration des chefs religieux et des chefs traditionnels et autres, parce qu'il va également de leur responsabilité de sensibiliser les populations. Sous l'égide du MINAS, qui est notre tutelle. On peut faire ce travail. Je pense que ça aura un effet positif. Ça aura un effet positif. Madame Piemeux, on veut bien comprendre comment est-ce que vous avez procédé au Sénégal et comment est-ce que les familles ont été, parce qu'on a bien énuméré là, lorsque on écoutait le reportage d'Assana Salissou, les familles qui elles-mêmes savaient qu'elles étaient responsables à plus d'un égard de ce que les enfants soient dans la rue, mais également on a beaucoup parlé de la parenté irresponsable. Est-ce que c'était pareil au Sénégal? Était-ce à cause d'une parenté irresponsable aussi, ou bien à cause des cultures? C'est le même phénomène. Le même phénomène. Mêmes causes. Oui, les mêmes causes à des degrés différents. Oui. C'est exactement la même chose. Au Sénégal, par exemple, les écoles coraniques, c'est-à-dire les imams et les oulémas, envoyaient les enfants, certains d'entre eux, pas tous, certains d'entre eux envoyaient les enfants pour des raisons économiques que je venais de citer. Et si l'enfant ne rentre pas avec le montant qui lui a été arrêté, l'enfant va être fouetté. Il va être battu. Donc ça, on a pu régler ça en accompagnant ces églises-là ou ces mosquées-là ou ces daras pour pouvoir être assez autonome financièrement pour contenir les enfants sur place. Au lieu de les envoyer dans la rue, ils restent là juste pour l'école coranique, pour apprendre le Coran ou pour faire quelque chose de leur vie. Et comment est-ce que vous avez travaillé la mentalité des parents, puisque l'endroit d'où ces enfants sortent, c'est des familles. Comment est-ce que ça a évolué dans la mentalité des parents de sorte que... Nous avons pris comme président d'honneur Cheikh Hamidou Kane, qui est très écouté au Sénégal, qui est très aimé. Et nous avons dans la société musulmane cueilli quelques bonnes têtes, les leaders, les champions qui pouvaient se mettre devant et parler et se faire écouter. Voilà.
Donc on a choisi des personnes capables d'être écoutées par la société sénégalaise. On a fait toutes les villes du Sénégal. Mais de temps en temps, je n'allais pas à certaines missions parce que je devais voyager. Sinon, on a ciblé des personnalités dans la société civile, dans la communauté religieuse, dans le gouvernement, qui pouvaient porter le message et se faire écouter. Voilà, porter le message et se faire écouter, j'ose croire que ce sera la même stratégie au Cameroun. Mais maintenant, il faut que tout le monde collabore, que tout le monde, puisque on s'est bien rendu compte que c'est le problème de tout le monde. Il s'agit de nos enfants. Il y a beaucoup de répercussions sociales, telles que nous l'a démontré le professeur Claude Abbé tout à l'heure. C'est une partie de la société qu'on doit prendre en compte, qu'il doit forcément être réinséré pour être utile à la nation et ne pas vivre, parce que là, c'est une couche de la société qui vit carrément, j'allais dire, qui tire la société, le développement vers le bas, et les prendre en compte serait plutôt bénéfique à la nation tout entière. On parle beaucoup des grossesses précoces et indésirées, on parle beaucoup du taux d'infection au VIH, de la tuberculose et ces maladies qui prennent des proportions considérables. On parle également du taux de chômage, parce que quand on va continuer les chômeurs, ceux-là qui ne sont pas rentables à la société, on va intégrer cette couche de la société. Et quand on parle de l'insécurité également, c'est des personnes qu'il faut prendre en compte si on veut véritablement y remédier, mais aussi pour des raisons de développement économique, on doit forcément faire avec cette couche de la société. Madame Piemeux, comment est-ce que vous pensez véritablement, quel est votre rêve? Et parce que lorsqu'on a des rêves, il y a toujours des embûches et des murs qui se lèvent. Vous pensez en une minute que c'est possible véritablement au Cameroun? C'est possible. D'accord. Rien n'est impossible. Tout dépend de la volonté. C'est-à-dire que si nous tous, parents, pouvoir public, société civile, l'homme de la rue, les groupes religieux, tout le monde, les médias que vous êtes, si tout le monde peut mettre la main à la pâte, je pense que c'est possible. Le Cameroun a cette opportunité d'être dans la paix et que nous pouvons vraiment faire de la situation des enfants de la rue une première au niveau de la sous-région, si tout le monde s'y met. Et ça va beaucoup résoudre beaucoup de problèmes que vous venez de citer. D'accord. Madame Piemeux, où est-ce qu'on vous retrouve? Nous sommes basés à Yaoundé 7. Yaoundé 7e. Usine des eaux, juste après Colbison. C'est là où on a un centre multifonctionnel. On l'appelle centre multifonctionnel parce que ça accueille les enfants. Et puis ça reçoit aussi les visiteurs, parce que nous avons nos bureaux là-bas et nous avons des chambres pour accueillir ces enfants-là. Donc vous êtes entouré d'une équipe de formateurs, des sociologues, psychologues. Nous avons une équipe de sociologues, de MINAS. Déjà, le chef de service du MINAS de Yaoundé 7 nous accompagne. Et la semaine dernière, nous avons reçu la visite d'une brigade pour venir voir un peu comment les choses marchent. Donc, si on veut nous retrouver, mon numéro de téléphone, c'est le 699 91 14 04. 99 91 14 04. Madame Piemeux, ça a été un plaisir de vous recevoir ce matin. Merci beaucoup, ça a été si court. Merci. Les bonnes choses, dit-on, ne durent jamais. Merci. Merci beaucoup. Merci. De toutes les façons, le rendez-vous est pris pour d'autres productions. Nous allons voir d'autres opportunités de creuser véritablement profondément dans le phénomène. De toutes les façons, nous avons planté le décor. C'est ça. Et je crois que les différentes personnes, associations, groupes interpellés ici ont bien saisi le message et qu'ensemble, nous allons lutter contre ce phénomène
phénomène. Et d'ici quelques années, ce sera peut-être un triste souvenir, comme ça a été le cas au Sénégal. Alain Junior Zamba était à la mise en onde. Mesdames et messieurs, nous disons merci à Grace. Non, j'allais parler de Raïssa Boko. Merci également à Hassana Salissou, Carole Prudence Tienche et Marthe Abagondon pour leur collaboration. Je suis Edith Mireille Manigua ici. J'étais à la présentation de ce magazine. Prenons rendez-vous dimanche prochain lorsqu'il sera 8h30 pour notre Royal Queens. Au revoir. Qui tourne la tête quand on lui sourit, un petit garçon à côté de son lit qui regarde passer les trains dans la nuit. C'est un enfant qui ne dit jamais rien, qui cherche quelque chose ou quelqu'un à qui raconter tous les voyages. Royal Queens, l'invité ce dimanche est Hélène Piemeux, présidente fondatrice de l'association Give Up, qui œuvre pour l'appui à l'encadrement et l'accompagnement des enfants, adolescents et jeunes de la rue au Cameroun. Hélène Piemeux, bonjour. Bonjour madame. Alors vous allez bien? Je vais très bien, merci. Alors parlez-nous de l'association Give Up, la date de création, la structuration, les objectifs et surtout d'où proviennent les fonds. Give Up a été créé en novembre, mais a pris ses fonctions effectives en janvier 2015. Et depuis là, nous fonctionnons normalement parce qu'on a reçu le récépissé des déclarations. Et nous sommes là pour accompagner le gouvernement dans l'encadrement et l'accompagnement des enfants vulnérables, particulièrement les jeunes, les adolescents, et les adultes, parce qu'il y a des adultes comme repris de justice parmi eux, afin qu'ils puissent retrouver l'amour ou leur domicile au lieu d'être dans la rue, parce que nous supposons que la rue n'accouche pas. Nous avons fonctionné jusqu'ici avec nos propres moyens. Et notre programme plan d'action 2018-2019 est assez ambitieux. Et nous nous sommes dit qu'il faut tendre la main pour la générosité de tous les Camerounais, particulièrement les Camerounais résidant à Yaoundé, pour qu'enfin ils nous permettent d'atteindre nos objectifs qui sont particulièrement d'aller vers les zones génératrices de ces enfants et de savoir exactement les causes, ce qui les pousse dans la rue, et chercher à y remédier et en sortir vers la fin de l'année 2018 avec une étude qu'on va partager avec tout le monde. Et deuxièmement, c'est le volet programme et le projet consiste à continuer ce que nous avons commencé depuis le début, c'est-à-dire essayer de retirer certains enfants qui sont volontaires de la rue et leur donner une autre vie. Alors, avant de tendre la main, Give Up a certainement déjà quelque chose dans la besace. Depuis que nous existons, nous avons dépensé déjà plus de 15 millions sur ces enfants. Notre rapport d'activité 2016, je veux dire, nous avons dépensé à peu près 15 millions. Et nous avons fait retirer à peu près 42 enfants de la rue. Et certains ont repris l'école, d'autres sont en formation professionnelle. Le troisième groupe est en automisation. Notre finalité, c'est de retenir les enfants dans leur zone d'origine. Et c'est pourquoi notre leitmotiv, c'est un enfant, une famille, une communauté. Parce que nous pensons que l'enfant ne peut mieux évoluer que dans son milieu ambiant. Alors, le phénomène des enfants de la rue ne date pas d'aujourd'hui. C'est un phénomène que le gouvernement, même après le corps, un combat mené par le gouvernement, mais qui jusqu'ici ne trouve toujours pas de solution. Qu'est-ce que vous comptez apporter de neuf pour que ce phénomène puisse être, on peut dire, éradiqué? Je m'attendais bien à cette question parce que ce n'est pas la première fois qu'on nous la pose. Nous avons une différence, c'est que nous voulons aller
dans les zones pourvoyeuses des enfants de la rue. Nous ne voulons pas rester dans les grandes villes parce qu'il faut aller à la racine, tacler le mal dès la racine pour pouvoir y apporter les remèdes. Deuxièmement, nous voulons faire une étude situationnelle des enfants de la rue pour connaître exactement combien ils sont dans la rue. Parce que les dernières études menées par le gouvernement, telles que nous l'avons trouvées dans l'Internet, datent de 2003. Aujourd'hui, ces statistiques sont obsolètes. Déjà, à cette époque-là, on dénombrait 10 000 Camerounais dans nos rues, dont 7 000 à Yaoundé et Douala. Nous pensons que c'est trop. Nous voulons apporter cette différence. La dernière chose que nous voulons faire, c'est de faire un réseautage avec les associations pour donner un peu plus de visibilité à nos activités, parce que chacun reste dans son coin, fait ses petites choses, mais il n'y a pas de visibilité. On a l'impression qu'on ne fait rien. Même le gouvernement a l'impression que lui ne fait rien, parce qu'il n'y a pas cette plateforme où tout le monde, tous ceux ou celles qui s'occupent des enfants, des problèmes des enfants vulnérables, particulièrement des enfants de la rue, se retrouvent pour conjuguer les efforts afin de donner une amplification à nos résultats. Et aussi, nous ne cherchons pas seulement la psychologie de l'enfant à remettre en place, nous voulons aussi leur donner le côté religieux, c'est-à-dire les enfants qui veulent bien suivre la Bible, nous leur enseignons la Bible. Nous ne sommes pas limités rien qu'à la Bible. Nous n'avons pas encore quelqu'un dans la religion musulmane qui veut nous épauler, mais les pasteurs, nous avons des évangélistes qui regardent le côté spirituel de ces enfants parce qu'ils ont subi beaucoup de traumatismes spirituels. Voilà la différence, les quelques différences. Bon, les détails, si vous les voulez, vous les aurez plus tard. D'accord, vous parlez des statistiques qui datent de 2003. Alors, quel est l'état de lieu que GIFOP fait aujourd'hui de la situation des enfants de la rue au Cameroun? Aujourd'hui, nous ne pourrons pas vous dire que nous avons fait quelque chose sur ce plan-là, parce que c'est difficile de se lever un beau matin, aller par exemple dans les zones pourvoyeuses que nous tous nous reconnaissons, le Grand Nord, et nous mettre à travailler sans financement pour contribuer à ce que nous puissions sortir une étude exacte du nombre d'enfants qui sont dans nos rues au Cameroun. J'entends ici certains auditeurs qui aimeraient bien savoir concrètement quelles sont les actions qui ont déjà été menées par GIFOP aujourd'hui pour le cas des enfants de la rue. OK. Quand nous avons commencé, on n'avait pas encore une structure spécialisée où les garder en attendant de retrouver, d'essayer de retrouver leur famille ou d'essayer de leur donner un avenir sur le plan professionnel ou sur le plan éducationnel. Aujourd'hui, nous avons un centre multifonctionnel qui fait en même temps notre siège en banlieue de Yaoundé, et là nous regroupons ceux-là qui veulent véritablement sortir, parce que retirer un enfant de la rue, le nourrir pendant la journée et le soir le renvoyer dans la rue ne va pas donner de solution durable. Quand nous prenons nos enfants, nous les gardons quelque part pour ceux qui veulent être gardés. Nous essayons de nouer les contacts avec les familles pour qu'ils puissent rentrer en famille. Ceux qui ne veulent pas, nous les mettons en auto-emploi ou à l'école, s'ils veulent aller à l'école. Mais nous avons ces deux régimes-là, un régime interne et un régime externe. Le régime externe consiste pour les enfants dans la rue. Ça veut dire ceux qui viennent seulement chercher de quoi nourrir la famille et le soir rentrer chez eux. Ceux-là, nous les accompagnons, nous essayons de voir ce qu'ils veulent faire et nous finançons leurs projets. Nous les gardons en famille, nous essayons de les contrôler et nous les accompagnons ainsi entre 1 an, 5 ans, selon le degré de vulnérabilité de chaque enfant. Vous parlez d'apporter un encadrement psychologique à ces enfants-là. Qu'est-ce qu'on peut comprendre à travers cela? Nous avons un psychologue qui est en même temps le directeur de la structure, qui, lorsque nous descendons avec l'équipe rue, comme on les appelle, dans la rue, cette équipe est le premier contact de ces enfants dans la rue. Et parce qu'il sait il connaît la psychologie de ces enfants, il connaît comment ils se comportent, le premier contact étant primordial pour que nous soyons acceptés ou pas. Donc c'est notre psychologue qui le fait. Après ça, il dresse une fiche avec un questionnaire. Quand l'enfant répond aux questions, il peut
interpréter la question, sachant que cet enfant a tel ou tel problème. Et c'est comme ça que nous essayons de les toucher sur le plan psychologique et de les toucher aussi sur le plan spirituel. Alors, partagez avec nous un cas pratique que votre association a résolu. Ok. Par exemple, nous avons, dans une zone ici, nous avons à peu près 4 zones au niveau de Yaoundé où nous travaillons. Dans l'une de nos zones, nous avons retrouvé dans une petite chambre de quelques mètres carrés à peu près 9 enfants, 9 jeunes. Ils n'étaient pas enfants, pour ainsi dire, c'est-à-dire 18, 31 ans. Et ils dormaient dans cette chambre et les eaux coulaient du toit. Nous avons donc acheté de quoi fermer les trous au toit. Nous avons acheté 5 matelas pour leur permettre au moins de dormir un peu à l'aise. Et nous les assistons jusqu'à maintenant, depuis 2015, jusqu'à l'heure où je vous parle, pour savoir exactement comment faire. Ainsi, il y a 2 groupes qui se sont mis en auto-emploi et un groupe qui a choisi de faire l'agriculture. Une personne qui est rentrée à l'université parce que ce garçon avait son bac et s'est retrouvé dans la rue par miracle. On l'a sorti. Donc maintenant, il fait la 2e année à l'université ayant été avec nous depuis 2 ans. En même temps, on lui a trouvé un emploi parce que nous ne pourrions pas tout le temps lui donner l'argent de taxi. On lui a trouvé de quoi payer son école, payer ses taxis, ses habits et tout. Donc voilà à peu près les actions un peu brossées que nous avons commencé à faire, que nous avons faites depuis que nous existons. Les autres groupes, c'est les familles. C'est-à-dire que nous rentrons dans la famille, la maman dit que oh, j'ai tel problème, j'ai tel autre problème, j'ai tel problème. Et nous essayons de voir comment l'aider à sortir de ces problèmes-là. Pour que quand l'enfant est là, que la maman ne voit pas l'enfant comme un problème. Donc nous essayons de rentrer. Quand nous sommes avec un enfant, nous sommes aussi avec la famille. Parce que la plupart de ces enfants sont des orphelins ou des enfants abandonnés ou des enfants nés de familles monoparentales. Quel est le niveau d'adhésion des partenaires? Je vous assure, jusqu'ici, nous n'avons pas de partenaire clé. Nous avons une dame qui est hors du pays, qui chaque année met un budget à notre disposition pour les micro-projets de ses enfants. Donc, son argent va dans un domaine précis. Nos autres activités, je peux vous dire que c'est ma petite enveloppe de retraite. Et puis, les amis, mes anciens amis, de temps en temps, quand je leur en parle, ils peuvent donner 1 franc ou 2, ou de la nourriture, ou des chaussures, etc., etc. Sinon, un partenaire il dit que je vais avec vous jusqu'au bout, nous n'en avons pas jusqu'ici. Et nous sommes à la recherche de ce genre de partenaires. En dehors de vous, des médias qui sont mes anciens amis, puisque j'ai travaillé avec eux, et qui continuent à m'aider comme Royal FM et les autres, vraiment, nous n'avons pas de partenaires. Et le gouvernement? Le gouvernement, notre ministère tutelle, on a écrit, nous sommes dans l'attente, nous avons fait des correspondances, nous avons échangé des correspondances. Néanmoins, je dois avouer que lorsqu'ils ont des séminaires qui concernent notre domaine, notre expertise, nous sommes invités. Pour cela, nous sommes reconnaissants que 2 ans après notre création, notre tutelle tient quand même compte de notre input. Alors, si vous prenez l'écoute à l'instant, vous écoutez bien Royal Queens et c'est l'invitée Hélène Piemi qui est présidente fondatrice de l'association Give Up. Cette association œuvre pour l'appui à l'encadrement et l'accompagnement des enfants, des adolescents et des jeunes de la rue au Cameroun. Alors, Madame Piemi Hélène, est-ce que vous avez foi que ce phénomène des enfants de la rue puisse définitivement disparaître un jour au Cameroun? Disons que comme tout phénomène humain, disparaître complètement, c'est pas possible. Mais on peut au moins alléger, on peut faire en sorte que ces enfants, qu'il n'y ait pas autant d'enfants dans la rue. Nous, quand nous faisons la maraude de nuit, c'est-à-dire descendre la nuit dans les rues, nous remarquons qu'il y a véritablement un problème. Il y a un problème. Et ce problème devient de plus en plus aigu depuis que notre sous-région
à des conflits et que notre pays aussi a été attaqué. Je dois vous avouer que certains de ces enfants, nous ne nous cachons rien, peut-être sont recrutés parmi tout ce que nous vivons. Et donc, nous souhaiterions véritablement que nous puissions réduire cela, sinon éradiquer complètement, ça va, parce que c'est un phénomène de société, ça va être difficile, mais réduire le mal à son strict minimum, je pense que c'est le souhait de tout le monde. Peut-être nous aurions dû commencer par là. Qu'est-ce qui, d'après vous, peut expliquer ce phénomène? Les causes du phénomène du danger de la rue pour les enfants sont multiples. Nous allons énumérer quelques-unes. Il y a le problème d'extrême pauvreté dans les zones pourvoyeuses des enfants de la rue. Nous avons aussi le problème de la pression démographique, c'est-à-dire que ce sont des zones où un parent peut avoir 10 enfants, 9 enfants, et il ne peut plus, la famille ne peut plus, et puis on envoie l'aîné dans la rue pour aller chercher de quoi nourrir les tout-petits. Nous avons aussi le fait que nous nous sentons à l'aise en voyant certains de nos enfants, de nos frères et sœurs dans la rue, parce que ça, nous avons l'impression que ça ne dit plus grand-chose à la population, au public. Nous acceptons le phénomène comme normal. Or, il est anormal. Il y a aussi le fait qu'il y a une très faible allocation de budget au phénomène des enfants de la rue. Je vais vous donner un exemple. Quand il y a la fête de la jeunesse, je n'ai pas encore vu, sauf si nous nous trompons, nous n'avons pas encore vu un carré des enfants de la rue, ce qui veut dire que peut-être que c'est des oubliés complètement. Il y a aussi le fait que les lois de ce pays ne sont pas appliquées et les dernières lois nécessitent un nettoyage. Le décret qui nous a permis de nous approcher du ministère des Affaires sociales date de 1977. Signé par l'ancien président. Nous pensons qu'en 2017, ces lois doivent être revues et nettoyées correctement pour que ça corresponde aux institutions internationales. C'est pour ça que nous voulons aussi travailler avec le ministère de la Justice. Voilà quelques raisons, il y en a plein, mais voilà quelques raisons qui peuvent justifier le fait que les enfants se retrouvent dans la rue. Il y a aussi le fait que beaucoup de ces enfants sont nés hors mariage, ce qui veut dire que quand la maman se remarie, le nouveau mari ne veut pas de cet enfant et le pousse dans la rue. Nous avons des témoignages de nos enfants qui nous l'ont dit, ce qui veut dire qu'il faut aussi responsabiliser les parents, parce que nous pensons que les parents ont un rôle très, très important à jouer dans la vie de leurs enfants. Et quand ce rôle-là n'est pas joué correctement, ça produit ce que nous voyons dans les rues du Cameroun. Donc, les parents en premier lieu, les institutions en deuxième lieu, et puis les ministères chargés de la jeunesse et les éducateurs doivent apporter leur pierre sans oublier les leaders d'opinion, les chefs religieux et traditionnels. Les municipalités, même tout le monde doit vraiment regarder le problème, le phénomène des enfants de la rue comme on regarde le sida, comme on regarde le diabète, comme on regarde les autres maux qui minent notre société. Alors, est-ce que vous ressentez la volonté à ces enfants-là? Je les appelle enfants parce qu'il y a également des jeunes, il y a ceux qui sont déjà conscients, 18 ans et plus. Parce que j'ai assisté plus d'une fois, le ministère des Affaires sociales a organisé des cérémonies de retour en famille de ces enfants-là. Mais quelques temps après, ces enfants sont retournés dans la rue. Est-ce qu'eux-mêmes manifestent la volonté de vouloir rester en famille? Je pense que leur retour dans la rue s'explique. Parce que, imaginez vous-même une personne normale. Si vous déplacez votre enfant dans un internat, vous ne payez pas les frais de scolarité, vous ne lui donnez pas un peu d'argent de poche, l'enfant mange mal. Je pense que la prochaine année, il va dire « je ne vais plus à l'internat ». C'est le même problème avec le retour en famille. Le retour en famille doit être accompagné avec des mesures, avec un mécanisme de rétention de ces enfants dans leur famille. Vous trouvez une famille qui a 9 enfants, le père et la mère ne font rien. Bon, maintenant, qu'est-ce que les institutionnels font? Qu'est-ce que le ministère devrait faire? C'est si nous répertorions ces enfants dans une zone donnée,
nous savons que dans cette zone, voici ce qu'on travaille. On fait de l'agriculture, on fait de l'élevage, on fait ci, on fait ça. Et on crée donc des structures qui doivent former ces enfants sur place. Et après, on crée aussi des mécanismes pour pouvoir retenir ces enfants sur place par des PME, PMI ou octroi de fonds pour la mise en... Donc, il y a tout un mécanisme qu'on peut mettre en place pour retenir les enfants. Sinon, vous les transportez d'ici Maroua ou Garoua ou Ngaoundéré, le lendemain, ils reprennent le chemin de Yaoundé parce qu'il manque ce mécanisme, ces mécanismes de rétention, d'accompagnement de ces enfants. Et c'est ce que nous voulons faire. Un mot peut-être à l'endroit des pouvoirs publics ou alors des partenaires que vous appelez du fond du cœur. Nous disons que le problème des enfants de la rue, ce n'est pas le problème de l'État, ce n'est pas le problème d'une couche donnée, c'est le problème de chacun d'entre nous, depuis le début, en amont et en aval. Nous devons avoir une attention particulière sur ces déshérités qui ont pour rue demeure. C'est pour ça qu'on les appelle les enfants de la rue. Or, nous savons que la rue n'enfante pas. La rue ne peut pas être l'habitat ou l'habitation ou la maison peut remplacer une mère, un père ou une famille ou une communauté. Si l'enfant ne peut pas être dans sa famille biologique, que la famille, les tantes, les oncles le prennent, mais et ne les violente pas. Si l'enfant ne peut pas être chez ses tantes ou ses oncles ou ses cousins et cousines, que la communauté prenne l'enfant en charge. Où est passée notre solidarité? Où est passée cette chaleur que nous avions par le passé? Moi, j'ai pas vécu avec mes parents. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous n'avons plus cette chaleur, cette solidarité entre la famille et les parents et la communauté. Donc, ce qui rend les choses difficiles. Nous voulons vraiment faire un appel solennel, un appel vibrant à toutes les bonnes volontés, telles que je viens d'énumérer, les pouvoirs publics, la société civile, les think tanks, c'est-à-dire les leaders d'opinion, la société, les leaders religieux et traditionnels, les municipalités, pour que nous puissions ensemble faire en sorte que nos enfants retrouvent un toit, ou retrouvent l'amour, retrouvent cette chaleur qui est le signe d'amitié pour ces enfants qui n'ont pas choisi, certains d'entre eux n'ont pas choisi d'aller dans la rue. C'est la société qui les a envoyés dans la rue. C'est pour ça que nous lançons cet appel. Et je vous assure que nous fournissons chaque année un rapport d'audit commis par un cabinet d'audit reconnu à l'ONECA et nous dressons un rapport d'activité. Donc, nous sommes transparents. Qui veut savoir ce que nous faisons sur les plans chiffres peut nous écrire. Alors, Hélène Piemeux, vous êtes spécialiste en communication stratégique, relations publiques et techniques administratives, couronnée par 40 années d'expérience. De 1999 à 2013, vous avez été chargée de la communication stratégique à la Banque mondiale. Parlez-nous de cette expérience-là, ce passage à la Banque mondiale. Je peux vous dire que la Banque mondiale m'a façonné. C'est vrai qu'avant la Banque mondiale, j'avais travaillé avec les industriels et dans la diplomatie, c'est-à-dire dans les ambassades. Mais c'est à la Banque mondiale que j'ai eu le goût de m'occuper du social, que j'ai eu l'opportunité d'être postée à Dakar, au Sénégal, où il y avait un problème crucial pour retirer, réhabiliter et réinsérer les enfants de la rue. Et mon directeur du temps m'a appelé, je suis partie du Cameroun pour le Sénégal, pour accompagner le gouvernement sénégalais dans ce phénomène. Et compte tenu du succès que ce projet a eu au Sénégal, quand j'ai pris ma retraite, j'ai pensé à le répliquer dans mon propre pays pour pouvoir partager avec le Cameroun cette expérience formidable que j'ai eue au Sénégal. Et avant ça, j'avais d'autres expériences très, très excellentes ici par rapport à la caravane NoSIDA que nous avons organisée ici de 2002 à 2004. Nous avons sillonné toutes les 10 régions pour sensibiliser
les élèves, les étudiants dans le phénomène du sida qui était à l'époque très présent dans les milieux scolaires. Donc j'ai coordonné cette activité. Donc le social pour moi est quelque chose qui est inné. Peut-être de par ma naissance, l'aîné d'une famille polygamique, dont j'ai appris très tôt à donner à celui ou à celle qui ne peut pas me rendre. Donc c'est ça qui m'a façonné. La Banque mondiale a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et je suis très reconnaissante à cette institution, malgré tout. Alors si je vous demandais de dire un mot par rapport à ces concepts que je vais citer, solidarité. Solidarité, solidarité, solidarité. Nous ne pouvons pas voir un enfant dans la rue alors que nous dormons dans les châteaux. C'est pour cela que si je pouvais réaliser ce rêve au niveau de chez nous, du Cameroun qui est mon pays, je dirais nous devons être solidaires, nous devons être généreux, surtout vis-à-vis de ceux qui ne peuvent pas nous rendre l'appareil. Parce que si nous donnons seulement à ceux qui peuvent nous rendre, nous ne faisons rien. Nous devons donner à ces enfants le peu que nous avons et rien ne sera petit. Même une paire de chaussures, un bic, parce que nous avons des enfants qui vont à l'école, c'est déjà beaucoup. Et si on parlait d'égoïsme? L'égoïsme, je ne peux pas le dire. Moi, je n'ai pas été, comme je venais de vous dire, élevée par mes parents biologiques. Et ma vie professionnelle n'a jamais dépendu des miens. C'est-à-dire que c'est la destinée qui m'a conduite sur mon chemin, aller en Amérique, faire mes études supérieures, revenir, être recrutée à la Banque mondiale, travailler dans les ambassades. Je pense que quand je regarde ma vie, j'aurais pu être dans la rue. Parce que mes parents n'avaient... Déjà, mon père était un enfant de la rue. Et après ça, il est devenu chauffeur. Ce qui veut dire que ma vie dépend complètement du Dieu créateur. Et avec ça, je suis condamnée à aider les autres, sans tenir compte de si on peut m'aider ou on ne peut pas m'aider. Tant que je serai au Cameroun, je serai ne serait-ce qu'un enfant par an. Si nous pouvons enlever juste un enfant et lui donner une vie normale, pour nous c'est déjà beaucoup. Parce que nous cherchons la qualité, nous ne voulons pas la quantité. C'est inutile d'avoir la quantité et après les enfants reviennent comme vous venez de dire. Nous voulons que lorsqu'un enfant sort de la rue, il est sorti et il va aussi servir de relais à la jeune génération. Au-delà de ces enfants que vous encadrez et accompagnez, les vôtres propres trouvent encore de la place dans votre cœur? Mes enfants sont déjà trop grands. Le dernier a 28 ans. Donc, c'est des grands messieurs. Je m'occupe maintenant plutôt de mes petits-enfants. Ce qui veut dire que vraiment, ils me conseillent beaucoup. Ils me donnent beaucoup de conseils. Ils voient ma vie. Et ils disent, maman, ce que tu fais, c'est une bonne chose. Donc, ils apprécient plutôt ce que je fais et ce sont mes meilleurs conseillers. C'est un peu ça. Mes enfants ne sont pas nécessairement les miens que j'ai accouchés. Si je vous montre mon téléphone, vous allez être étonnés de savoir le nombre de messages que ces enfants qui sont déjà installés en famille m'envoie tous les jours pour savoir si j'ai bien dormi, si je vais bien, si j'ai besoin d'eux pour m'aider parce qu'il y en a qui viennent aussi m'aider quand je suis un peu sous pression. Ils reviennent m'aider en leur temps libre. C'est un grand bien tout cela. Si vous étiez par exemple une couleur, quelle couleur choisirez-vous? Je choisirais la couleur que Dieu m'a donnée et la nation que Dieu m'a donnée et la famille que Dieu m'a donnée, la région que Dieu m'a donnée parce qu'il n'est pas fou pour faire de moi une Camerounaise. Je veux parler de couleur vestimentaire. Couleur vestimentaire. Franchement, je ne suis pas dans les modes et tout ça. Déjà, Dieu m'a bien créée. Je suis belle, j'ai une petite taille 38, pieds 38, les habits 38. Donc, vraiment, moi, je ne suis pas dans les couleurs. Je porte ce qui me va sur mon corps.
je ne suis pas dans les couleurs. En tout cas, le bleu vous va ravir comme vous êtes présentement là. Ah, merci beaucoup. Si le bleu me va, c'est que c'est ça, quoi. Merci. Mais mes enfants disent qu'ils me préfèrent en noir. Or, le noir, pour moi, c'est pas ça. Je n'aime pas ça. Alors, si vous étiez peut-être un animal, vous choisirez d'être quoi? Une lionne, une tigresse? Je serais une colombe. La paix. C'est très important. Très important. Alors, vous êtes de quelle région du Cameroun? Vraiment, moi, c'est des questions auxquelles je ne réponds pas. Ah oui. Le plat qu'on consomme chez vous, c'est lequel? Mon plat préféré, c'est tout. Déjà, je ne suis pas mariée à un Camerounais. Je n'étais pas mariée à un gars de chez moi. Donc, le plat, vous savez ce que j'aime beaucoup? Non. Le coq, depuis que j'ai découvert. Oh. Depuis que j'ai découvert le coq. Sucré ou alors ça? Non, sans rien. C'est-à-dire nature, avec les tubercules. Vous connaissez concocter ce plat? J'ai déjà appris à faire. En une minute? Je sais faire le coq, c'est-à-dire j'achète le coq emballé, j'achète les noix et puis je viens, je fais le feu de bois ou le feu de charbon, je place les noix, je place le paquet de coq au-dessus. À un moment donné, quand les noix sont bien cuites, je les enlève, je pile, j'extrais le jus, je mets dans une marmite, je déballe mon coq, j'y ajoute, je fais mijoter, je fais tourner, ça reste au feu peut-être 1h30 parce que j'aime la nourriture très bien cuite. Et puis, c'est ça. Puis, j'ajoute le reste, c'est-à-dire le manioc, les tubercules. Votre plat de coq, vous accompagnez avec quoi? De l'eau plate? Quelle boisson? Je ne bois pas le jus, je bois l'eau. J'accompagne avec de l'eau. Et si j'ai des invités, comme des fois je reçois de la visite, mes enfants viennent avec moi, je leur achète le jus, mais moi je bois de l'eau. Avec toutes ces occupations, vous trouvez quand même du temps pour vous divertir. Et qu'est-ce que vous faites pour vous divertir? Mon divertissement, c'est la musique chrétienne. J'écoute beaucoup la musique chrétienne. Je vais à l'église quand il y a des activités à l'église, les mardis, les vendredis, les dimanches. Je lis la littérature chrétienne, c'est mon hobby, c'est-à-dire la musique chrétienne, surtout l'adoration qui fait descendre les anges, tu vois, pour m'accompagner dans ma vie de tous les jours. C'est ça ma préoccupation. Et après, je dors bien. J'ai pas de problème de santé, c'est ça, donc je dors bien, je m'assure que tout autour de moi, il y a de la gaieté, il y a la paix, il y a l'amour. Alors vous faites quelques exercices physiques? Oui, je marche, je fais de la marche. Mon état de santé ne me permet pas de faire des exercices difficiles. Et quelquefois, je fais venir le kiné à la maison pour un peu me masser, pour me mettre un peu en ordre quand le physique ne tient plus. Alors, on aurait passé 3 heures avec Hélène Puemi, que ça ne suffirait pas. Il y a beaucoup de choses à dire sur vous. Présidente fondatrice de l'association Give Up, nous vous disons merci d'avoir répondu à notre sollicitation. C'est moi qui vous dis merci. C'est toujours un plaisir